Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels au chalet d'un monde de jeu, puisque vous le voyez, il est juste à côté de moi, nous avons Shadi Torbet. Bonjour Shadi. Bonjour Martin. Ravi de te recevoir de nouveau au chalet. C'est Ravi d'être là. Combien de fois que tu viens déjà? Parce que tu dois pas être très loin du mug. 4. 3 ou c'est la cinquième fois quand Aline y pense. Il faut que je dise ça parce que souvent on oublie, Aline et moi, on oublie tous les deux, mais la cinquième fois, la tradition c'est d'avoir un mug au chalet. C'est important. C'est la première fois que tu viens au chalet. Nous avons Xavier Georges qui est très flou. J'oublie de mettre au point cette caméra parce que je ne peux pas la mettre au point avant que nos invités soient là. Voilà, c'est fait. Xavier, ravi de t'accueillir. Merci. Au chalet d'un monde de jeu. C'est la première fois que je viens, je suis très content d'être là. Et juste à côté de toi, normalement, il y a Aline, mais elle est en train de fouiller le chalet parce qu'elle voulait ramener le jeu Carnegie pour le mettre dans le décor, là, juste derrière nous. Ça nous fait tellement plaisir de te recevoir qu'on avait envie de poser ce jeu aussi derrière nous. Peut-être elle va le trouver, peut-être elle va pas le trouver. On sait pas, on l'a rangé. Ça, c'est un drame, hein, quand on paume. Il y a tellement de jeux. Non, mais c'est ça, voilà. Il y a tellement de jeux au chalet. Ce chalet est un labyrinthe de jeux. Et un peu, ouais. On en oublie parfois quelques-uns, on ne sait plus où on les a mis. C'est un plaisir et un honneur de te recevoir, puisque Merci. vous connaissez, j'espère, Xavier Georges. Pour nous, ça fait partie des personnalités aussi majeures d'un certain type de jeu. C'est vrai que je pense que pour les joueurs un peu experts, voilà, un peu amateurs de jeux de gestion, ton nom sonne de manière très agréable aux oreilles des joueurs. Et on va avoir l'occasion d'en parler. Vous voyez le menu de notre matinale. On va commencer par continuer notre fil rouge de la semaine. On va vous parler de la sélection de l'As d'Or. C'est vous qui la faites cette semaine. On vous fait voter chaque jour pour des jeux dans une catégorie différente et on va découvrir évidemment à la fin quels sont vos jeux préférés dans chaque catégorie. Ensuite, on enchaînera avec évidemment la présentation de nos invités plus en détail que cette introduction, les nouveautés Impatience, parce qu'on aura l'occasion de parler des 2 nouveaux jeux qui arrivent cette année dans la collection Min Imp. Absolument, ouais. Qui arrive à Cannes. À Cannes, voilà. Donc, des jeux dans cette catégorie. On continuera avec la minute culturelle, évidemment, parce que c'est un plaisir aussi de partager autre chose que des jeux. Eh bien, Aline, on va commencer par la fameuse sélection de l'As d'Or. Vous avez l'occasion de voter, de participer. Donc, c'est comme d'habitude. Vous pouvez aller sur le site unmondedejeux.fr. On vous a préparé, comme hier, une petite liste de jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie. On va les regarder ensemble très rapidement parce qu'il y en a toute une série. C'est le cas notamment de Rebirth, qui est un chouette jeu qui est sorti tout en fin d'année de Rainer Knizia. J'ai envie de dire à chaque fois le grand retour de Rainer Knizia, il n'est jamais parti. Il fait énormément de jeux tous les ans. Donc Rebirth fait partie de cette suggestion. Je vois qu'il y a du tri à faire dans cette liste. Oui. Ritual, on l'a évoqué également. Moi, je le place plutôt en initié qu'en familial parce que c'est quand même pas adapté à tous les publics. Ritual. Nous avons Tag Team, je vois que c'est pour ça qu'il y a Tapi Tag Team. Et oui, là c'est difficile de faire le tri. Là c'est juste pour une aide-mémoire. Arigato, le jeu de Florian Sirrex et Mélodie Le Bras, si je ne me trompe pas. Non, pas Le Bras, je ne sais plus. Le Drap, pardon, peut-être. Oui. Je ne suis plus sûr du nom, pardon, parce que j'ai moins lu son nom. Eternal Dex, on en a parlé hier, c'est plutôt dans cette catégorie-là que je le mets. Ladra, merci Steve. Nous avons Tech Time. Bon. Est-ce que c'est cette catégorie initiée ou est-ce que c'est la catégorie familiale? Débat. Moi, je le mettrais plutôt en initié. Toi, tu le mettrais en initié? Forcément raison. Moi aussi. D'accord. Bon. Compile, un jeu qui est publié par un éditeur belge également pour sa version française, Geek Attitude Games, si je ne me trompe pas. J'ai pas encore joué moi à Compile, donc j'ai pas d'avis sur ce jeu, mais je sais que Rachel le défend pas mal également. Donc Tag Team, on l'a cité. Duel pour Cardia, qui est un tout petit jeu très simple, mais peut-être plutôt initié également. Perché, on l'a évoqué également. J'ai pas joué non plus à Perché. Je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, Rachel l'aime bien également. Sengoku, gros coup de cœur de toute l'équipe ici. Je sais pas pourquoi il y a un zombicide qui est venu se cacher là-dedans. Il doit y avoir une raison. Ah, Eternal, parce qu'on a tapé Eternal Deck. Il s'est retrouvé avec le filtre de nom, mais il n'est pas du tout dans cette sélection. Leaders, qui évidemment fait figure de favori pour beaucoup de joueurs qui adorent les jeux initiés. Présage. Un petit jeu très simple, très élégant également, Flatiron, et puis donc Zenith, on l'a déjà évoqué dans les classiques. Vous allez choisir celui que vous pensez le plus adapté à cette sélection. Je rajoute la question parce que j'ai bêtement oublié de mettre la question. Il y a tellement de trucs à faire. Vous pouvez taper un nom de jeu qui n'est pas dans cette sélection, puisque c'est à vous d'écrire le nom, ouais. Ne vous inquiétez pas.
Si vous mettez un accent sur le E de Zénith ou pas d'accent sur le D de Zénith, c'est quand même comptabilisé dans la même catégorie. Nous, on va regarder et on va rassembler les votes, même si l'écriture du titre n'est pas tout à fait identique à chaque fois. Donc votez pour l'un de ces jeux ou pour un jeu auquel vous auriez joué et auquel vous pensez vous et qu'on n'aurait, nous, pas mis dans cette liste. Voilà, et à la fin de l'émission, on regarde quel est le jeu qui arrive en tête. On va parler de nos invités, parce que c'est vrai que ce matin, on est un petit peu... on cherchait le jeu Carnegie, on avait envie de l'avoir dans le décor, on le retrouve pas. Bah ça c'est bon signe, ça veut dire que de là où il était, parce que je suis à peu près sûre de le visualiser, Ouais. quelqu'un l'a sorti, l'a regardé, y a joué et l'a remis ailleurs. Je suis pas sûr, moi j'ai pas joué avec ma boîte, donc je suis pas sûr que cette boîte-là, je crois que c'est des histoires de rangement, ça plutôt, peu importe. Hein, C'est un complot de Rachel. Ouais. Ça m'étonnerait, mais... Oui, parce que je regardais, c'est un plaisir aussi. On reçoit quelqu'un qu'on n'a pas reçu, le plaisir de fouiller dans sa ludothèque, mais vous le connaissez, hein, ce plaisir naturellement, de regarder les jeux qu'on préfère et qui nous évoquent plein de souvenirs. Tiens, d'ailleurs, j'ai sorti l'extension de Ginkgo Police. Oui, il est là-bas, mon Ginkgo Police, il est juste à côté. Mais Ginkgo Police, par exemple, Xavier, c'est un des jeux que je préfère dans ta production. J'y suis très attaché. Ici, c'était la petite extension qui s'était rajoutée, des experts. Oui, exactement, oui. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu sur le chat, dites-nous, mais c'est subtil, c'est un jeu qui demande, alors ça c'est une catégorie qui te correspond assez bien je trouve, c'est des jeux qui demandent à être rejoués en fait. Là, il y a la première partie, la partie découverte, et alors c'est compliqué à une époque où tout le monde donne son avis sur les jeux au bout de 20 minutes de la première partie, et que parfois cet avis est un peu définitif. C'est comme certains films ou certains produits culturels de manière générale. C'est marqué expert dessus, mais ça demande une expertise justement. C'est pas la première partie que tu as compris exactement les ressorts du jeu et ce qu'il faut faire particulièrement. Oui, la première partie, une partie découverte, où on apprend à jouer. Moi j'aime bien dire, la première partie, ne jouez pas trop lentement, n'essayez pas de tout optimiser, vous allez découvrir le jeu, et puis c'est seulement après qu'on optimise, on gère, on maîtrise le jeu. Quoi. Voilà. Je crois que le premier c'était Carson City ou... Alors le tout premier c'est Carson City. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui a été... Belle édition. Ça, c'est une réédition, je pense. Quand je dis le tout premier, c'est le premier que j'ai signé, mais c'est pas le premier qui est sorti. Palais Royal est sorti avant Carson City. Ah, je pensais plus à Palais Royal. C'est vrai que Palais Royal, j'ai beaucoup joué à Palais Royal. Je crois qu'il y avait une version en ligne, il me semble, non? Sur un site boîte à jeux, peut-être? Oui, je ne sais plus. Désolé. Je ne joue jamais en ligne, donc je suis vraiment... très peu informé de ce qui se fait en ligne. Il existe encore Palais Royal? Il y a moyen de le trouver pour ceux qui le rechercheraient? Je pense pas, non. Je pense qu'il est totalement... J'avais beaucoup aimé ce jeu. Palais Royal également. Je l'ai pas, je crois. Je pense pas l'avoir dans ma ludothèque. Carson City, donc ambiance western. Exactement. Sur celui-ci. Donc, très belle édition. Et je trouve que c'est un jeu qui a assez bien vieilli, dans le sens où, quand j'y rejoue, c'est toujours aussi immersif. Je vous confirme, j'ai fait une partie la semaine passée. C'est vrai. Évidemment, celui qui peut être le plus connu, c'est 3. 3 et Tourné, qui en est un dérivé, pas du tout le même jeu, mais il y a des points communs par le graphisme, par aussi certains effets de cartes. Les cartes ressemblent beaucoup, donc forcément on les apparente. C'est le même illustrateur, donc aussi. Le même illustrateur. Version carte pour Tourné, alors que 3 c'est un jeu de dés. Et celui-ci, il a monté un petit peu le niveau des jeux experts d'une certaine manière, parce que c'est vrai que pendant longtemps on avait des jeux qui étaient relativement simples. Là il y a une petite complexité dans la gestion des dés et des effets qui leur sont associés. Moi je le trouvais à la fois passionnant et un peu complexe. Je ne sais pas comment le qualifier, mais je trouvais que la complexité était différente de pas mal de jeux à cette époque-là, et c'est vrai que c'est devenu peut-être un modèle pour pas mal d'auteurs aujourd'hui. C'est vrai que le jeu expert à l'allemande s'est complexifié ces derniers temps, notamment si on regarde tous les jeux. Tu es amateur toi de Lacerda par exemple? J'aime beaucoup ce qu'il fait, oui, tout à fait. Après, je n'ai pas du tout joué à tous ces jeux. Parfois il y a une ou deux couches en trop. Moi je trouve qu'il y a des couches en trop sur Lacerda. Je préfère des mécaniques un peu plus épurées que ce que lui fait. Après je peux comprendre que ce soit totalement apprécié aussi, parce qu'il y a un côté expert où on aime justement cette superposition de couches et cette complexité à gérer. 3, effectivement, un jeu où notre défi c'était de faire un jeu avec plein de hasard, puisqu'il y a beaucoup de dés, mais qui soit maîtrisable. Ah oui, c'est très très maîtrisable. Hein. Quand un bon joueur à 3, en général, on a du mal à le battre.
Effectivement, bien sentir ce qui va être le plus rentable en fonction des dés qui restent, etc. Voilà. C'est à la fois interactif aussi et de la gestion. C'est aussi ça qu'on aime bien. Beaucoup de jeux de gestion aujourd'hui sont des jeux très solo, multijoueurs, comme on dit. Ici, c'est pas du tout le cas. Oui, c'est pas du tout solo. Moi, je te citais la Sada tout simplement parce que j'ai l'impression que ces auteurs aujourd'hui qui font des jeux à pas mal de couches, comme tu le dis, sont aussi inspirés de cette catégorie de jeux. Sont partis, ils les ont découverts aussi et ont essayé de rajouter des choses à des jeux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la catégorie expert, il y a de la difficulté. Et donc, on travaille sur une nouvelle édition augmentée, on peut dire, avec quelques modules d'extension en plus et une nouvelle présentation réalisée par Yann O'Toole. Voilà, ça c'est ce qui se prépare cette année pour bientôt. Tu m'as dit que ce serait une coédition ? Non, c'est pas celui-là, c'est... Alors c'est une collaboration entre Pearl Game et Queenette Game. Voilà, oui, c'est bien celui-là. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, avec un financement participatif peut-être pour le lancer. Oui. Ouais, parce que oui, effectivement, dans cette catégorie, ça se fait de plus en plus. Pendant une période, les financements participatifs, c'était des jeux à figurines avec pas du tout la même gestion des dés, des dés qui servent pour le combat. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeux à l'allemande et c'est là qu'on voit aussi la modification du public du jeu de société, c'est-à-dire que tous ces joueurs qui sont arrivés peut-être au début des années 2000 et qui ont découvert des jeux à l'allemande de gestion, qui s'y sont attachés parce que ce sont ceux par lesquels ils sont rentrés dans le jeu de société, ils rêvent pour beaucoup d'une version de luxe, d'offrir à leur ludothèque quelque chose d'un petit peu exceptionnel autour de leur coup de cœur. Ça sera sur quelle plateforme on nous demande? GameFound a priori? A priori GameFound, voilà. Je ne veux pas m'avancer à la place des éditeurs, mais je pense que ce sera GameFound. On découvrira ça au moment où ça paraîtra. C'est pas encore pour tout de suite. Non, il y a encore un peu de travail. Yann n'a pas encore commencé, donc voilà. Et une question qu'on se pose, ça change le jeu? Vous avez changé les mécaniques? On a ajouté des modules d'extension qui sont... on peut les choisir à la carte, j'ai envie de dire, en fonction de ses goûts. Mais voilà, donc il y a un module d'événement qui est un peu plus thématique, thématisé. Voilà, un module de connaissances qui permet de changer la couleur des dés, ce genre de choses. Voilà. Tu as connu ces jeux à l'époque de leur sortie, Shadi? C'est des jeux auxquels tu es attaché aussi, comme moi? Absolument. J'avais même fait une version solo pour 3. C'est la seule version solo que j'ai faite pour un autre jeu. Ah oui, en fait. C'est vrai que ça s'y prête un peu, 3, quand on a cette mécanique qui est quand même très particulière. Il n'y a pas de version solo dans le jeu, aujourd'hui ça serait exigé. Et oui, il y en aura une. Il y en aura une. Il y a une version solo et il y a même une version coopérative du jeu qui va arriver avec la boîte. Oui. Ça s'y prête bien, avec notamment... Mais il y a déjà une sorte de petit aspect qui n'est pas du tout coopératif, parce que le but c'est d'avoir le plus de points possible, mais les joueurs jouent ensemble, mais contre des envierisseurs extérieurs. Donc il y a déjà, dans l'histoire en tout cas, le fait d'être soumis au même défi. Et forcément on a hâte de pouvoir vous reparler de 3. Moi j'ai hâte de le ressortir aussi. C'est vrai que c'est une nouvelle version, ça nous pousse aussi à le redécouvrir. Ça fait partie de nos classiques, nos piliers. On reparlait d'ailleurs hier de cette fameuse année. Je te demandais s'il avait gagné un prix parce que je ne me rappelais plus exactement. C'était une année terrible, l'année de la sortie de 3, parce que c'est un jeu où on a l'impression, nous quand on en parle aujourd'hui, qu'il fait partie des grands palmarès de l'As d'Or. Mais ça dépend de quel jeu était situé en face. L'année de 3, tu m'as dit, c'était celle de Seven Wonders? C'était celle de Seven Wonders et des Châteaux de Bourgogne. Et des Châteaux de Bourgogne, voilà. Donc voilà. Donc il y avait du niveau, effectivement. C'est une bonne cuvée, comme on dit. Voilà. Ouais, oui. En fait, quand on parle des jeux de société, on s'attache à ce qu'ils ont laissé comme trace. 3, ça fait partie de ceux. Tu ferais un classement de... tous les 3 d'ailleurs. Ouais. Enfin, les 3 jeux que tu viens de citer, ils sont tous les 3 restés. Et tu ferais un classement de ces 25 dernières années, notamment dans le domaine du jeu expert. Tu t'attends à voir 3 dans la dizaine de jeux qui ont marqué. On s'attend à le voir. Et en réalité, non, ces années-là, il y avait... Évidemment, il a marqué, bien entendu, mais ces années-là, pour les prix, pour l'As d'Or par exemple, pour le Spiel, il y avait d'autres jeux en face qui ont tout raflé. Et forcément, c'est pas toujours les plus marquants sur une décennie qui remportent le plus de prix. Mais peu importe, on n'a pas besoin de ça non plus. Shadi,
Je voulais te montrer aussi, parce que je t'en avais pas parlé spécialement, notre système de tombola. Non, je t'ai surpris, j'ai même cru que c'était une blague en fait. Non, c'était pas une blague, faut que je te montre ça. Ah non, c'était un hommage, arrête. Ah non, on s'est fait plaisir. On a créé un système de tombola sur notre chaîne. Donc quand vous vous connectez à la chaîne Un Monde de Jeux, on va s'y reconnecter. En fait, ça c'est, pour resituer, c'est inspiré du bingo de Valménie auquel tu as participé. Sans jamais rien gagner d'ailleurs, c'est la grande tragédie de ma vie. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah bah écoute, je sais pas si Johan a prévu un bingo cette année, on va prévoir quelque chose, mais on s'arrangera pour le truquer, ne t'inquiète pas. Vous vous connectez sur le site amondejeux.fr, là on est sur la page de sondage, donc vous pouvez participer au sondage. Évidemment, faites-le pour sélectionner la rubrique des As d'or, on sait que c'est votre sélection qui va inspirer le jury. On le sait déjà. On nous pose la question d'ailleurs à propos du jury, pourquoi il n'y a pas Pénélope ce matin, on l'a déjà dit, je l'ai pas dit ce matin, j'aurais dû. Pénélope est en vacances cette semaine, elle profite du ski, elle est là, elle est en pleine descente. Évidemment, on lui souhaite. Cette phrase, faut pas la tirer hors de son contexte. Je me disais exactement. Ah bon moi tu vois. Pareil. C'est vrai. De quoi parle-t-il en matière de descente? Voilà. Ah bon. Bon, écoute. Pour descendre, Parce qu'on est tous des débauchés, c'est la seule personne saine à table. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Ça, ouais. Bon, en tout cas, elle est sur les pistes. Et on la retrouve la semaine prochaine. Sur notre page, vous avez la possibilité d'acheter. Donc, on a une petite monnaie interne. Les gens, quand ils participent au vote, ils récupèrent la monnaie interne. Ce sont des patates, c'est très original. Vous avez la possibilité, quand vous allez dans l'icône boutique, d'acheter des tickets de tombola. Donc, on y va là, on regarde les différentes. Donc là, on a pas mal d'options dans notre icône boutique en ce moment. Mais il y a notamment les fameux tickets de tombola qui sont ici. J'en achète un. OK. Je rajoute un ticket de tombola à ma collection. Ce ticket, quand vous le recevez, il y en a pas mal de différents et vous pouvez les gratter pour découvrir qui va vous soutenir pour le prochain tirage de la tombola. Et là, ce serait beau que justement ce soit Shadi. Hein. C'est le 399e acheté cette semaine. Et ce ticket, il vous permettra de gagner cette semaine. Il y a des très chouettes lots, Aline. Je ne sais pas si tu les as de tête. Oui, on a Dixit Kids et Fief avec un petit peu de choses autour pour agrémenter le cadeau Fief à England. Oui, avec toutes les extensions. C'est super cadeau cette semaine. Donc prenez des tickets. C'est gratuit. Il suffit de participer aux différents sondages qu'on vous propose dans nos émissions. Donc, et regardez vos chuchotements parce qu'il y a un cadeau de l'année dernière, un cadeau de la semaine dernière, qui n'a pas été réclamé. Ah, donc c'est Sylvain qui va me soutenir pour ce tirage au sort. Ok, il est gratté. J'ai mon ticket qui se rajoute à ma collection. Donc là, vous avez une collection de tickets et vous pouvez regarder tous ceux que vous avez déjà obtenus. Bon, il m'en manque encore quelques-uns. J'en ai pas encore rajouté. Il faut que je rajoute des tickets, mais on est tellement débordé en ce moment avec Johan que c'est pas la priorité des priorités et je l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse. Et là, regardez, il y a le 20e ticket. Il est très difficile à obtenir et moi, je ne l'ai pas obtenu. C'est le ticket rare. C'est celui que presque personne n'a. Parce qu'il a une fréquence qui est plus faible que les autres. Bah, les autres, vous avez une chance sur... il y en a une 22, donc une chance sur 22 à peu près d'avoir chacun des tickets. À part le ticket rare, vous avez une chance sur 200. Toi, t'as le ticket foil. Et le voilà, donc le ticket rare. Donc si vous l'obtenez, le ticket Shadi, on a choisi en fonction des personnes qu'on aime bien, évidemment, et ça nous a fait plaisir. On a discuté avec Aline. Qu'est-ce qu'on met en ticket rare pour ce premier? On en rajoutera peut-être des tickets rares. Certains d'entre vous l'ont. Je l'ai, nous dit Laurine, mais j'ai pas encore tiré mon ticket, le mien. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez eu cette chance sur 200? C'est-à-dire qu'il y a moins de chances que de gagner un lot, je pense. de l'obtenir. Oui. Alors imagine gagner avec un ticket Shadi. Ah bah, c'est super. Et donc tous les vendredis, il y a un petit tirage au sort et on pense souvent à toi. Quand quelqu'un dit « Oh, je l'ai, j'ai le ticket rare !» Je ne l'ai pas non plus, nous dit Rachou, qui ne sait pas écrire ton prénom d'ailleurs. Attention, c'est pas un Y à Shadi. Voilà pour cette petite particularité. Ce sont nos légendes sur la chaîne et ça nous fait plaisir. Évidemment, on parle déjà une Impatience. Je te propose, puisqu'on est en matinale, c'est l'occasion aussi. Nous avons pas mal parlé de tes différents jeux au gré de tes venues, et il y a cette petite gamme qu'on a présentée l'année dernière quand tu es passé au chalet, cette gamme des Mines Imp, les petits jeux Impatience qui se jouent toujours majoritairement à un joueur, mais c'est vrai que nous on les a souvent tournés à plusieurs, ça marche très bien en coopération. C'est un joueur ou plus. Oui, j'étais surpris. Sur les salons, on a présenté Ravel, surtout Ravel, qu'on concevait vraiment comme un pur solo, et on a toujours eu des tables de 2, 3, 4 qui coopéraient sur ce jeu. Donc vous connaissez déjà les deux premiers normalement, voire même les 4, parce qu'on a fait une vidéo où on a survolé les 4, on les a présentés assez rapidement, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne, mais ceux qui sont déjà sortis, c'est celui de Romaric Gallonier et Luc Raymond, Last Minute, il est déjà disponible celui-ci. Oui, depuis 1 an.
presque, un peu moins. Et puis Ravel, de Daniel McKinsley, c'est un jeu qui signifie Ravel, c'est un acronyme, rare, artefact, vertigineux, énigmatique, logique. Oui, on se fait plaisir. Oui, je pense que tu t'es un peu fait plaisir. C'est rigolo parce que Ravel, il est présenté, donc tu l'as noté, comme un jeu pour un joueur, c'est marqué sur chacune de ces boîtes, un jeu un joueur, mais je suis persuadé qu'un autre éditeur avec le même prototype ne se serait pas posé la question de le faire pour un joueur. Il est adaptable assez facilement en coopération. C'est vraiment un jeu coopératif. Oui, j'aurais probablement dû mettre un plus, parce que voilà, c'est vrai que je voyais hier la boîte dans ludothèque d'Orf Romantique de 1 à 6, oui. Mais en fait, oui. C'est pareil. Voilà, alors à 6, bon. En vrai, souvent, il n'y a qu'une personne qui joue. Hein. C'est parfois le problème sur ce type de jeu, parce que là, pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi, Aline. Potentiellement, il s'y prête aux effets leader, puisqu'on dit... D'Orf Romantique, je voulais dire. Oui, mais ceux-là aussi, Ravel aussi, il y a potentiellement un effet leader si quelqu'un décide de contrôler la table et puis de diriger les actions. D'où c'est pour ça qu'on a mis 1, mais c'est vrai, peut-être 1 plus, ça fait des années, je pense qu'on a eu exactement la même conversation la dernière fois que j'étais là, et c'est vrai que moi j'hésite sur le 1 plus, simplement je trouve que c'est une façon un peu, j'ose pas mettre que je fais des jeux solo, donc je m'évite un petit plus, mais en fait c'est assez juste. Probablement, donc c'est peut-être ce qu'on va faire pour les réimpressions. Mettre 1, c'est aussi dire aux joueurs solo, c'est vraiment pensé pour vous. C'est pas juste un mode qu'on a construit solo d'un jeu qui existait pour 4. Donc c'est aussi une façon de dire à cette frange des joueurs, oui, on a cette production qui est rien que pour vous. C'est vrai que c'est un peu la ligne éditoriale de base d'Impatience, c'est vraiment de ne pas prendre des jeux qui ont des versions solo plaqué dessus. Oui, ah bah oui, là c'est des jeux qui sont vraiment adaptés pour le solo. 2 nouvelles sorties, donc cette année, en 2025, la gamme se complète. Il y en a 4, t'en avais déjà un 5e, non? C'était pas ça que tu m'avais dit? On en a même plus que ça. On a 2 autres qui sont prévus pour Cannes de l'année prochaine, et on en a encore signé quelques-uns. Donc c'est vraiment une collection. Au pluriel, quelques-uns. Oui, non, c'est vraiment une collection. C'est même pas que j'ai envie, j'ai personnellement évidemment envie d'agrandir cette collection et de la pousser, mais c'est même pas ça, c'est que je reçois des protos d'auteurs qui semblent parfaitement faits pour cette gamme. Et c'est le cas? C'est vraiment, ils ont pensé à cette gamme? Non, mais je ne sais pas, mais ça a l'air d'être fait, et c'est vraiment comme si c'était fait en termes de matériel, en termes d'accessibilité de règles. Vraiment, c'est comme si j'avais passé commande à ces auteurs pour ça, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cas. Et ben voilà, donc j'ai eu quelques coups de cœur ces derniers mois que j'ai signés, donc si tout va bien, la collection devrait continuer à multiplier. T'as pas trop de concurrence sur cette gamme-là. Je vois pas d'autres éditeurs qui sont spécialisés, tu dois savoir mieux que moi ça, mais qui sont spécialisés dans le jeu solo. Disons, dans ce format précis, non. Il y a eu quelques sorties ces dernières années, mais c'est au compte-gouttes. La seule autre maison d'édition qui a une gamme solo de petits jeux, c'est les petits jeux portefeuille de Matago. Oui, c'est vrai. C'est pas pareil. Petit. Oui, c'est ça. C'est vraiment encore une gamme en dessous et en prix et en matériel. Donc je pense que vraiment là, oui, il n'y a pas. En tout cas, une maison d'édition qui aurait une collection comme ça, il n'y en a pas d'autres. C'est vrai que cette petite gamme chez Matago, je l'aime bien. Moi, je trouve ça très rigolo. Je suis souvent curieux de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en tant qu'amateur de jeux de société, j'ai toujours envie de les découvrir, ces jeux-là. Mais je les considère davantage comme des exercices de style. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de « Ah oui, tiens, c'est marrant. » Bon, mais pas de « Je suis passionné par ce jeu, c'est génial, il faut que j'enchaîne les parties. » La contrainte matérielle aussi. Oui, c'est ça. C'est pas une critique de venant de moi. Non, bien sûr. Et ici, on a des jeux à part entière qu'on a envie d'essorer, comme on le dit dans le jargon technique de la salade. Du linge. Il n'y a pas des salades de poing, mais bon. Nous avons 2 nouveaux jeux qui sortent dans cette collection. Freygarde, on a déjà parlé. Rainer Knizia, ton premier Rainer Oui, ton premier Rainer Knizia. Et puis, Mayor of Chicago, c'est pour ça que tu es là, Xavier. Oui. Qui est le plus complexe des jeux, d'une certaine manière, on le présente comme ça, mais c'est pas si complexe que ça. Ça reste. Toi, tu nous as dit c'est mon plus accessible. C'est certainement mon plus accessible, oui, indéniablement. Et je dois dire, en tant qu'auteur de jeu, concevoir un jeu solo, c'est quelque chose que je pensais pas faire. Ah oui. Puis c'est Shadi qui m'a téléphoné un jour en me disant t'as pas un jeu pour moi, un jeu solo, un jeu coop? Je dis non.
j'ai pas ça du tout, mais voyons-nous quand même dans 2 mois. Et 2 mois plus tard, j'avais l'idée du jeu, je lui ai montré, il a dit oui tout de suite. Ouais. Voilà. Donc parce que je me suis posé la question, est-ce que je ferais pas un jeu solo ? Bah voilà, c'est sorti tout seul, j'ai presque envie de dire. Et l'avantage du jeu solo, c'est que pour un auteur de jeu, ça va très vite. On pense à une idée, on la teste évidemment tout de suite. Pas besoin d'attendre la réunion des copains pour tester les idées. Ouais. On en dit 2 mots de Mayor of Chicago. On va en dire 2 mots. Je vous propose d'en dire 2 mots de chaque en réalité, Okay. parce que comme ça on va faire voter les gens. Ça vous donne de la monnaie en plus pour récupérer le ticket rare de Shadi. Est-ce que Shadi, tu es capable, cet exercice, tu l'as déjà fait plusieurs fois sur notre chaîne, mais bon, est-ce que tu es capable de nous pitcher chaque jeu très rapidement, mais tu sais, un pitch qui permette aux gens de se dire ah oui, celui-là je veux y jouer. Oui, enfin je vais essayer. Je ne sais pas si oui. Alors commençons d'abord. On les met les uns après les autres. Ravel, s'il faut résumer très grossièrement, c'est un smart game rejouable à l'infini. Donc en fait la mise en place est aléatoire et c'est ça qui permet de résoudre, d'avoir un puzzle différent à résoudre à chaque fois. Il n'y a pas un petit livret qui dise mettez ça et ça et ça en place. Et donc le principe est assez simple. On a des cartes qu'il faut retirer du jeu. Pour retirer du jeu, il faut disposer les dés qui sont à côté de cette carte de façon à remplir la condition. Par exemple, ici, il faut que les 2 dés bleus soient à côté de cette carte. Et donc, on va manipuler les dés grâce à des petits jetons qui sont en nombre très limité. Donc, on ne va pas pouvoir manipuler suffisamment pour résoudre toutes les cartes grâce à ces petits jetons. Mais à chaque fois qu'on résout une carte, on a une récompense qui permet de faire d'autres manipulations. Et donc l'idée, c'est d'enchaîner les résolutions de cartes, d'utiliser leurs récompenses pour manipuler les dés pour pouvoir résoudre d'autres cartes. Et quand on est complètement bloqué, on utilise ces petits jetons qui sont en quantité limitée. Là, on a un système de jeu qui fait parfois penser aux petits casse-têtes logiques qu'on peut retrouver parfois sur des applis ou ailleurs, ou évidemment en jeu de société, puisqu'on parle de ça ici. Vous allez voir que ce sont des styles de jeu très différents les uns des autres. On est toujours sur du jeu solo, mais pas du tout dans la même catégorie. Continuons. Vous pouvez voter donc pour Ravel pour nous dire si vous êtes attiré par ce jeu. Nous, on s'est éclaté. J'y ai pas mal joué. Ouais. J'ai pas mal joué avec Joseph quand il était en stage au chalet parce que c'est un jeu qui est mis en place immédiate. Ouais. C'est assez rapide, il adore ça. Et il est meilleur que moi, du coup on le faisait à 2 et c'était parfait. C'est un peu plus qu'un pitch, hein. Là c'est pratiquement toutes les règles du jeu. Sur celui-ci c'est possible. On sent que ça ne sera pas le cas sur Mayor of Chicago. Last Minute. Je vois des fils sur la boîte, je vois des combinaisons pas des combinaisons, mais en tout cas un petit boîtier pour pouvoir taper un code pour essayer peut-être de désactiver une bombe, c'est ça le thème ? Alors c'est ça le thème, mais là il n'y a pas de code, il faut juste couper des fils un peu sauvagement. En fait là on est vraiment dans quelque chose de tout à fait différent, c'est vraiment un jeu de rapidité, donc mélangé à de la gestion de main. On a des cartes bombes qui présentent des fils de couleur posés sur la table, on a des cartes fils en main, des câbles qui sont coupés, et il faut jouer en dessous des bombes les cartes qui correspondent avec une double contrainte. Il faut respecter le compte à rebours sur les cartes, donc les cartes ont un numéro et il faut les jouer dans l'ordre descendant. Ouais. Et il faut respecter la contrainte de temps parce qu'on met un petit chronomètre sur son téléphone par exemple et on essaye de résoudre le problème en temps réel. Là, ça se joue, là c'est officiellement de 1 à 4 parce qu'il y a une petite modification de règle. Enfin voilà, on s'est vraiment conçu pour être joué en coop ou en solo. Là aussi, on a fait une vidéo, on a essayé ce jeu et c'est vrai que ça crée de l'ambiance autour de la table. Hein. C'est l'idée. Oui. Ce qui est rare dans les jeux solo, mais des jeux solo qui créent de l'ambiance. Si tu arrives à mettre l'ambiance tout seul, toi, quand tu joues Oui, bien sûr. Jeu de cartes cette fois-ci sur ce Freigard, je ne sais pas comment tu le prononces, de Rainer Knizia, illustré par Olivier Derueto, à qui on fait un petit coucou, qu'on aime beaucoup également. Un petit jeu de cartes, donc la catégorie est différente, on l'a vu sur les précédents, on a du jeu avec des cubes qu'on va déplacer. Last Minute, il y a des cartes pour gérer également, mais là, on a la sensation en fait du jeu dans lequel tu collectionnes, tu récupères des cartes. Je te laisse nous en parler. Parce que... Oui, tout à fait. En fait, là, c'est un pur jeu de cartes et c'est un jeu de prise de risque. En fait, on a toujours 3 cartes en main et à chaque tour, on a un dilemme très simple, très kniziesque. C'est est-ce que je veux scorer ma main ou est-ce que je veux piocher une carte ? J'en aurai 4, je dois immédiatement en défausser une pour essayer d'améliorer ma main. Sachant que toutes les combinaisons possibles de 3 cartes ne se valent pas, c'est ça qui va nous pousser à piocher des cartes pour améliorer sa main, mais sachant aussi que la manche se termine quand le paquet est épuisé. Donc il y a à la fois la tentation de piocher
des cartes pour améliorer sa main, et le danger d'épuiser la pioche trop vite si on est trop gourmand ou trop ambitieux. Donc c'est vraiment un jeu de prise de risque. C'est très différent les uns des autres. C'est vrai, j'étais en train de réfléchir pendant ton explication. Quel est mon préféré? J'allais vous le demander, mais en fait, je crois que je ne sais pas. Je ne sais pas quel est mon préféré de ces jeux-là, dans la mesure où ça va dépendre. Et ça, c'est rigolo, parce que souvent, on dit ça quand on est dans nos émissions. On dit, ça dépend de avec qui je vais y jouer. Mais là, on ne sera jamais qu'avec soi-même sur des jeux solo. Mais ça dépend un peu de notre humeur, du coup, ou de la façon qu'on a envie de partager. Parce que c'est vrai que Last Minute, il y a un côté un peu frénétique. On va pas y jouer de la même façon que Mayor of Chicago, qui est beaucoup plus calme, on peut prendre son temps, on peut réfléchir, on peut se poser, on peut flâner en regardant par la fenêtre un peu au milieu de la partie, pour résister à la pression que nous impose le jeu. C'est le dernier dont on vous parle dans cette collection, Mayor of Chicago, je vous le remets ici. Là, cette fois-ci, est-ce que c'est toi qui nous en parles, Xavier? Oui, je veux bien. Donc Mayor of Chicago, c'est un jeu où vous allez développer votre connaissance de la ville de Chicago en posant des cartes. Mais ces cartes sont recto verso. Au recto, vous avez le plan de la ville avec les ressources que vous allez pouvoir récolter. Et au verso, vous avez un assistant. Ils sont tous différents et vous allez devoir choisir entre poser cette carte côté ville ou côté assistant en recrutant cet assistant. Voilà. Et une fois que vous avez recruté un assistant, je vous montre les assistants d'un côté. Essayer même de développer la ville de manière à optimiser le placement de cet assistant au moment où vous voudrez le placer. Voilà. Le but étant de récolter un maximum de voix pour devenir maire de Chicago. Voilà. On se rend compte qu'il est difficile à expliquer comme ça parce qu'il y a plein de petites subtilités mécaniques qui font que c'est pas le même jeu que d'habitude. Donc des fois, quand on explique un jeu, on se réfère à nos connaissances, au jeu que l'on a déjà pratiqué en disant c'est comme dans celui-ci, c'est comme dans cet autre jeu. C'est pas du tout le cas de Mayor of Chicago. Là, regardez les cartes qui sont jointes derrière la boîte. On a joint 4 cartes pour faire un quartier sur lequel on peut poser l'assistant. Vous voyez les icônes qui sont recouvertes en fonction du nombre d'icônes identiques qui seront présents sur ce quartier. Les effets ne seront pas tout à fait les mêmes, en tout cas leur valeur ne sera pas la même. Cet aspect-là, moi je ne l'ai pas vu dans un autre jeu, donc je ne peux pas citer c'est comme celui-là. Oui, moi non plus, je n'ai pas d'autres références à la matière, mais effectivement c'est vraiment un jeu de placement, d'optimisation de réseau de cartes. Voilà. Avec une dimension qu'on apprécie beaucoup, c'est celle du choix, c'est-à-dire que dans certains jeux, dans certaines réussites, on est dans de la prise de risque. On est dans des jeux dans lesquels, allez, je vais tenter ça et j'espère que la pioche derrière me donne la possibilité de m'en sortir. Dans ce que j'aime proposer aux joueurs, c'est vraiment, on choisit une stratégie qu'on essaie de développer. Est-ce que je vais me baser sur l'argent, sur l'alcool, sur la popularité, la force? Enfin, il y a plusieurs pistes possibles pour gagner. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup séduit quand tu me l'as montré la première fois. C'est effectivement la question que je me pose pour chaque jeu, c'est quels sont mes choix en tant que joueur. Et là, à chaque tour, je prends une carte. Déjà, il y a le choix assistant ou ville. Si c'est la ville, où je le mets. Et si j'engage l'assistant aussi, ce sera comment est-ce que je construis pour profiter au mieux de son pouvoir. En fait, il y a des choix permanents. Et ça c'est vraiment pour moi le critère pour un jeu. Si je peux me permettre, pardon. Moi j'ai adoré le jeu, mais j'ai aussi adoré les illustrations du jeu. Franchement, si tu peux revenir sur les affiches électorales des maires, je trouve ça génial en fait. Ça, c'est les petites affiches que vous allez avoir. Alors ça, ce sont nos adversaires, c'est ceux qu'on affronte, le candidat adverse qu'on essaye de battre. Donc vous voyez qu'ils ont des indications. Par exemple, hier, on a joué contre cette éléphante qui avait déjà 50 voix. Il fallait qu'on passe les 50 voix pour pouvoir la battre. Et c'est vrai que les choix sont à la fois capital et en même temps, ça signifie quelque chose. Ça. Ouais, ça signifie surtout que vous allez progresser dans la partie. C'est la première partie, on apprend à jouer au jeu. Et comme vous allez progresser, vous pouvez faire progresser également la difficulté du jeu. Oui, effectivement, tous les adversaires n'ont pas la force équivalente. On choisit vraiment une partie plus facile que l'autre en fonction de l'adversaire. Hier, vous avez joué contre l'éléphante qui n'est pas du tout la plus difficile à battre. Il y a 4 niveaux, l'éléphant c'est niveau 2, je pense. On voit les petites étoiles dans le coin inférieur.
Et nous, on y a joué à deux. On s'est mis avec Rachel pour essayer de discuter ensemble et de comprendre quels étaient les bons choix. On n'était pas toujours d'accord. Donc parfois, on autorisait le mauvais choix de notre partenaire de jeu. On n'était pas toujours d'accord, mais ça crée aussi... pour l'apprentissage, c'est super, moi je trouve ça. Parce que ça permet aussi de... Quand on joue tout seul, des fois, on joue trop vite. On fait les choix. On ne voit pas l'erreur qui nous met dedans. Moi, je pense que c'est un très bon jeu coopératif à deux joueurs, à condition de ne pas avoir trop un leader parmi les deux. Ça, c'est important. Ce n'était pas le cas hier, donc c'était très bien. Mais ça marche vraiment bien. Cet échange, ce partage, cette analyse, cette construction des stratégies ensemble, ça permet aussi de les formuler à l'oral et donc d'avancer plus vite. Je regarde vos commentaires aussi sur ces jeux-là. Alors celui-ci, en ce qui concerne les dates, ces deux-là ne sont pas encore parus, donc vous n'y avez pas joué. Ils arrivent à Cannes. Ils arrivent à Cannes. Vous aurez l'occasion de les découvrir un petit peu plus tard. Donc sur Cannes, tout simplement, on pourrait jouer sur place. Tu fais jouer au jeu directement. Oui, tout à fait. Xavier sera même là. Je serai là, oui. Tu viens tous les ans à Cannes ? Pas tous les ans, non. Mais bon, à l'occasion de la sortie d'un jeu, je suis là quand même. Voilà, pour les 4 petits jeux qui paraissent cette année. Donc l'embarras du choix. Il y a d'autres projets chez InPatience qui vont arriver en dehors de cette gamme-là ? Alors cette année, oui, on a une assez grosse année, dans la mesure où on a dû décaler dû aux petites turbulences politico-économiques de l'année passée. Et donc du coup, on a 3 sorties cette année. Donc on a la double sortie de Cannes, Mayor of Chicago Freigaard. Puis en été, on va avoir le jeu que j'avais pitché, j'avais mis en preview au sommet des jeux, Mazing, qui est donc un jeu abstrait solo coop de joueurs. Maintenant, on a les images. Oui, je montre ça tout de suite. Pardon, je me concentrais en même temps sur les commentaires parce que j'en ai loupé un petit peu. Forcément, j'écoute nos invités et je lis parfois un peu en décalé. Les images de Mazing, on va chercher ça. Hop. Tu les as mis où ? Dans la boîte ? Ah oui, voilà. Tout simplement ici. C'est pas ça que je dois faire. J'arrive, je suis là. Et donc voilà, jeu solo, coop, voilà, s'il faut résumer très grossièrement, on pourrait dire que c'est un jeu d'échecs coopératif. Le principe n'est pas vraiment un jeu d'échecs puisqu'il n'y a pas de capture, au contraire, les pièces ne se mangent pas, elles se bloquent les unes les autres, et donc il faut essayer de créer un chemin pour que les 4 pièces maîtresses puissent traverser le plateau, et donc c'est jouable en mode coopératif à 2 joueurs ou seul. C'est la réédition en fait d'un jeu des années 80 d'un auteur canadien qui s'appelle Jim Dikov, qui doit avoir 86 ans maintenant, ou un peu plus, et avec Jérémy Partinico, mon co-développeur, oui. on a un peu, voilà, on a un peu, oui, disons amélioré, enfin modernisé quelques éléments, mais le jeu de base c'était déjà un coup de génie. Il y a 40 ans, imaginez, déjà les jeux coop il y a 40 ans n'étaient pas particulièrement en vogue, et donc Jim était un des pionniers dans le domaine, et parmi les nombreux jeux coop qu'il a créé, il a créé un jeu abstrait, coopératif. Et donc quand j'ai découvert ça il y a 2 ans, je pense, c'était à Cannes il y a 2 ans, je me suis dit il faut absolument ramener ça. J'étais en fait à ce moment-là, pour la petite histoire, j'étais en train de réfléchir à la possibilité d'avoir une gamme de jeux abstraits chez InPatience. Est-ce que c'est possible d'avoir des jeux abstraits solo coop? Et puis tout à fait par hasard je tombe là-dessus. Je me suis dit il faut absolument ramener ce jeu sur le devant de la scène. Donc ça, ce sera une sortie pour l'été. Pour l'été, on a hâte d'y rejouer parce qu'on a eu l'occasion de le découvrir avec Jérémy, effectivement, quand tu étais venu la fois dernière. Vous étiez venu à 2, c'était chouette. Justement, tiens, dans ces différentes catégories, on les voit, les jeux, ici sur la table. On a quand même souvent des jeux, on l'a dit, ils sont très différents, on a un peu du jeu de cartes, mais toujours avec des mécaniques logiques. Il y a d'autres types de jeux que tu aimerais avoir, parce que c'est vrai que le solo se prête aussi à pas mal de choses, mais par exemple du narratif. Du jeu qui soit pas forcément sur la mécanique mais sur la découverte ou l'enquête, ou c'est aussi solo. Oui. Du consommable. Alors il y en a beaucoup. Il y en a plus, j'ai envie de dire. Ouais. D'ailleurs, la plupart des jeux d'énigmes type Escape Room dans votre chambre sont presque tous jouables en solo. Bien sûr. Donc je pense que ça, tu me demandais s'il y avait d'autres maisons d'édition qui avaient une gamme comme ça. Non. Par contre, effectivement, des jeux d'enquête, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Moi, j'aime bien y jouer. Je suis assez bon public en tant qu'acheteur, en tant que joueur pour ça. En tant qu'éditeur, j'ai
des scrupules de faire des jeux qui sont des one-shots. Ouais. Moi, je trouve que la rejouabilité, même pour une petite gamme comme ça, pour moi, c'est très important. La plupart des jeux, d'ailleurs, tous ont des niveaux de difficulté différents. L'idée, c'est pas juste, voilà, même si c'est une petite gamme de prix, de pas, voilà, j'y joue 2 fois, puis je jette. Si on n'aime pas, oui, on joue une fois, on jette, mais si on aime, il y a, je pense suffisamment, en tout cas c'est une ambition qu'on a, d'avoir suffisamment de profondeur et de rejouabilité. Et effectivement, les jeux one-shot, d'énigmes ou de puzzle, en tant qu'éditeur, j'ai un peu du mal. Les jeux narratifs, souvent, rentrent aussi dans cette catégorie, pas toujours. Moi, le problème que j'ai avec le jeu narratif, et un peu d'un autre ordre, c'est que j'attends encore de jouer à un jeu narratif qui soit aussi satisfaisant mécaniquement que narrativement. Et pour moi, souvent, je ne veux pas être méchant, mais j'ai l'impression que souvent ils échouent sur les 2 plans. D'un point de vue mécanique, c'est frustrant parce qu'il n'y a pas des décisions incroyables à prendre, ou alors c'est des décisions de type narratif. Vous êtes devant 2 portes, une à gauche, une à droite, laquelle vous prenez, mais c'est pas une décision de jeu, c'est une décision de narration. Ça peut être très intéressant de se dire, voilà, je vais lire cette histoire et voir ce qui se passe quand je prends la porte de gauche, et puis je la relirai avec la porte de droite. C'est un exercice littéraire, c'est pas vraiment un exercice ludique. Donc ludiquement c'est quand même faible, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas tout ce qui fait un jeu moderne aujourd'hui. Et d'un point de vue narratif, c'est pas toujours super bien écrit non plus. Alors donc, ça, je suis d'accord. C'est un peu Smoking. T'avais vu ces films? C'est génial, c'était génial. Mais ça, c'est fabuleux. Ça, c'est sur une seule décision. Mais c'est fabuleux. Et la pièce de théâtre, la double pièce de théâtre, ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est bien écrit. Et donc, du coup, on a ça, mais en pas très bien écrit. Voilà. Et donc, c'est ni intéressant d'un point de vue narratif, ni... Voilà. Enfin, je suis méchant, mais globalement, c'est l'impression que j'ai. Et donc, du coup, je dis pas, j'en ferai jamais, mais il faudrait vraiment que je sois hyper convaincu de la qualité littéraire, et aussi que d'un point de vue narratif il y ait autre chose que juste décider, parce que ça Pérec a déjà fait il y a 50 ans ou plus, voilà. Donc il y a un côté où je vois pas très bien, même si il y a clairement un public pour ça. Les livres dont vous êtes le héros, quand j'étais gamin j'adorais ça, mais voilà, ça a été fait aussi à 40 ans, je vois pas pourquoi je ferais ça, ou ça sous une autre forme, en divisant les paragraphes en cartes, comme ça a aussi été fait ces dernières années. Voilà, c'est pas trop mon truc en tant que joueur, et donc du coup en tant qu'éditeur, je vois pas très bien pourquoi je le ferais. Oui, bien sûr. Oui, après ça va dépendre des projets, évidemment. Moi j'ai toujours l'espoir, mais c'est vrai que j'ai pas ressenti non plus ça, pour l'instant, le jeu narratif qui m'a convaincu sur tous les plans. Ma première aventure. Ouais. Je trouve que pour les enfants, alors évidemment, c'est pas des mécaniques non plus adultes, mais pour les enfants, ma première aventure, ça fonctionne vraiment très bien. Et là, c'est même visualisé par les roues qui tournent et les pages les demi-pages qu'on tourne. Non, mais ça c'est tout à fait autre chose. Moi j'en ai, mes filles adorent ça, et moi j'ai adoré vous parliez de narratif qui était un choix qui... Alors, à un niveau d'enfant, je trouve que là, pour le coup, c'est réussi. Oui, tout à fait. Absolument. Tu fais du jeu narratif, toi, Xavier ? J'en fais un peu. Ouais. J'en fais un peu parce que j'explore un peu, et c'est vrai que j'aime assez bien. Dernièrement, j'ai joué avec ma fille à Sleeping Gods. Oui. Très chouette partie. Je trouve qu'il n'y a pas trop de texte dans Sleeping Gods. Il y a des choses qui se passent. Après, je suis un peu comme Shadi aussi, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est la mécanique où il y a une gestion, etc. Oui. D'autant plus si thématiquement c'est bien incarné, parce qu'en fait ça raconte une histoire, ce qui se passe dans le jeu aussi, d'une certaine manière. Mais moi j'apprécie vraiment tout type de jeu, donc aussi le narratif ça peut me plaire aussi. Et Sleeping God, j'aime beaucoup. C'est très chouette Sleeping God, mais je rejoins Shadi sur le fait que même à Sleeping God, j'ai l'impression que c'est une écriture adolescente en ce qui concerne l'histoire. C'est en tant qu'adulte, tu as l'impression de jouer à un jeu qui est un peu écrit, même si c'est des univers oniriques, avec des thèmes qui peuvent varier un peu, ça reste extrêmement simple. De ce que je tout à fait. Et un autre exemple de ça, auquel j'ai joué aussi beaucoup avec mes filles, c'est Les Milieux et une Nuit. D'un point de vue narratif, d'un point de vue gestion, en fait, j'ai presque envie de dire tout est nul, parce que même on maîtrise rien. Je veux dire, c'est un peu chaotique en termes de choix, de décision. On se dit, il va se passer ça, en fait, il se passe l'inverse, des choses comme ça. Mais il n'y a rien à faire, c'est amusant. Oui, c'est rigolo. On découvre, on se prend plein de trucs dans la gueule, et parfois c'est des trucs incroyablement positifs, parfois c'est incroyablement négatif.
Mais voilà, c'est amusant, c'est un peu un jeu de hasard presque. Mais voilà. Mais là, je rebondis sur ce que tu dis. Tu joues avec tes filles. Là, on est presque près de quelque chose d'autre qui est le jeu de rôle. Et là, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que les décisions aussi ludiques dans un jeu de rôle mécanique, elles sont pas nécessairement passionnantes. On est de nouveau près de quelque chose qui est comme le livre dont vous êtes le héros, mais là c'est tout à fait autre chose parce que c'est une expérience narrative en commun, et ça c'est tout à fait autre chose. Ah oui, tout à fait. Et voilà, avec un maître du jeu, c'est une toute autre organisation. Donc en fait c'est vrai que moi le problème, pour revenir à ça, c'est pas pour bâcher sur le jeu narratif de ces 10 ou 15 dernières années, mais c'est que moi j'ai les deux points de comparaison qui sont les deux jeux qui m'ont le plus marqué dans mon adolescence. C'est d'une part Magic, qui est quand même un jeu hyper technique, et où la mécanique est fondamentale, et d'autre part le jeu de rôle. Et donc, pour moi, le jeu narratif, par rapport à ces deux pôles, échoue par rapport au jeu de rôle et par rapport au jeu. J'ai l'impression que le public du jeu narratif, c'est des gens qui n'osent pas passer au jeu de rôle. Oui, c'est possible. Voilà. En partie, en tout cas, ou qui parce n'ont que plus le temps, qui cherchent. Offre vraiment cette narration qui est absolument inégalable en termes de récit et de vécu, quoi. Ouais. En termes d'expérience vécue avec de la narration, je vous invite à jouer à l'Embrasement, qui est la 3e boîte de Backstories, qui crée vraiment des sensations extrêmement fortes. Et le chat cite aussi Heredity et Elia et La Montagne Magique comme jeu narratif chouchou du chat, j'imagine. Oui, qui sont des jeux, oui, bien sûr, qui sont des jeux qui racontent des histoires, effectivement, racontent des contextes historiques, on va dire, plutôt. Mais alors, c'est assez différent les uns des autres. Sur celui de Backstory, on assiste à l'histoire et on participe au choix des décisions. Oui, on est un peu le scénariste de cette histoire. C'est un peu le but du jeu, de scénariser une histoire forte, très forte. Une sorte de livre dont vous êtes le héros. Donc, c'est une catégorie à part. Et puis là, l'éclat de la montagne, c'est particulier. C'est du jeu de cartes à la base, mais avec un contexte d'histoire également. On vous lit aussi, forcément, sur le chat, on regarde ce que vous nous racontez pendant cette émission. Et après, il y a toute cette grande catégorie, et là, je la connais beaucoup moins bien, moi, les Tainted Grail. Je ne suis pas trop lancé dans ces jeux avec un contexte fort, qui sont des très grosses boîtes, donc je n'ai pas l'expertise pour pouvoir analyser ça en direct. Bon, on a fait une petite minute sur les jeux narratifs, c'est intéressant. C'est intéressant parce que par rapport à ta gamme, donc on a compris que c'était pas prévu tout de suite. C'est aussi un développement qui est dingue sur ces jeux-là. Ça demande beaucoup de travail par rapport au public cible sur ce genre de jeu. On a quand même des styles qui sont très différents sur ces 4 boîtes-là. Et donc les prochaines, on part dans d'autres styles également ou... Oui, c'était vraiment l'idée de cette collection, de ne pas avoir nécessairement une ligne mécanique, de se dire on va faire que des peu. Parce que dans l'univers, il va y avoir des sous-catégories. Je dis par exemple, Ravel, j'ai signé un successeur de Ravel, qui est vraiment comme un cousin assez proche. Donc voilà, donc il va y avoir des sous-séries, mais l'idée c'est de garder vraiment une grande diversité. Sur l'univers, il y avait une sorte de lien mécanique aussi entre les différents jeux, même s'ils sont différents les uns des autres. On a un type de jeu qui est quand même qu'on identifie, en tout cas surtout ce sont tes jeux, donc on le sait, le même auteur, et souvent les auteurs partent aussi, ils ont leur style, tu l'as dit sur Rainer Knizia. On dit torbiesque. Je sais pas. Est-ce qu'on dit on dit knisiesque. Torbiesque, non. Si, monsieur, on le dit nous souvent. Bon, on a hâte de les découvrir, ces nouveaux jeux. D'y jouer, tu nous as ramené des promptos ? Il y a encore un jeu dont on peut parler dans les images qui sont préparées. Oui, dis-moi, Aline. Alors ça, c'est notre sortie pour Essen. J'ai juste un visuel, je vais juste rapidement l'évoquer, on aura l'occasion d'en reparler. C'est Carnivorous. Ah, le voilà, ouais. Hop, on va regarder ça. De Inka et Marcus Brandt. Donc ce sont des auteurs qu'on connaît bien parce que ce sont les auteurs notamment de toute la gamme des exits pour les jeux narratifs. Non, enquête plutôt, plutôt des jeux enquête parce qu'ils sont très vaguement narratifs les exits. Mais ce sont des auteurs qui ont fait pas mal de grosses boîtes aussi de jeux à l'allemande. C'est le cas de Descendance par exemple. Je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui Descendance. Je suis perdu dans les noms. Ça s'est appelé Le Village à l'étranger. Ça s'est pas appelé Le Village en France parce que c'était une extension des Loups-garous de Tiercelieu. Et en France c'était Descendance. Ils en ont fait plein d'autres. Et donc là, c'est un jeu... La boîte est jolie, hein.
Oui. Et donc, comme on le voit sur la couverture, l'idée c'est carnivorous comme plante carnivore. Donc, ça se passe dans un laboratoire qui fait des recherches sur les OGM. L'idée c'est de faire des tomates et des concombres géants pour réduire la faim dans le monde. Mais les scientifiques facétieux ont eu la mauvaise idée de mettre leur formule sur des plantes carnivores qui du coup ont bouffé tout le monde et sont sur le point de s'échapper du labo. Le seul espoir de l'humanité, c'est les petits robots jardiniers qui s'occupent de maintenir les plates-bandes du labo, les joueurs, donc, qui vont devoir affronter ces plantes carnivores. C'est un jeu de dés. À chaque tour, chaque joueur lance un dé et doit le placer soit sur son plateau, soit sur une des cartes pour déclencher un effet et combattre les plantes au corps à corps. Voilà, ça dure une toute petite heure. C'est un gros jeu de plateau, ça va être notre plus grande boîte jusqu'à présent. Et parce qu'on ne se rend pas compte oui, de non, la on pourrait taille croire de la que boîte. c'est un mini, mais non, c'est plus... voilà, et donc voilà, on est très content. Là, on est en train de vraiment mettre la touche finale les tout derniers dessins sont en train d'arriver, donc on prévoit la sortie pour Essen. On va passer... hâte de voir ça. Ouais, on a évidemment hâte, et puis l'image est très chouette, tirée comme ceci. On va passer à la minute culturelle, mais juste avant, quand même, j'ai une question, puisque on parle de jeux solo, de jeux qui jouent seuls. Est-ce qu'il y a un type de jeu... deux questions en une. Hein. Déjà, première question, c'est est-ce que les auteurs te contactent directement, les Rainer Knizia, les Inka et Marc Blanc, c'est eux qui sont venus voir ou c'est toi qui as été les chercher? Alors, c'est des cas très différents. En fait, pour chaque jeu, Rainer Knizia, c'est moi qui l'ai contacté. En fait, Carnivorous, pour tout dire, c'est un retravail complet d'un jeu qui était paru il y a des années chez Cosmos sur un thème Star Wars. En fait, c'est un jeu que j'avais vu en Allemagne. J'avais regardé la boîte en passant, je m'étais dit horreur absolue. Et le nom des auteurs n'était même pas sur la boîte, donc il n'y avait vraiment rien. Ça semblait vraiment le mauvais produit fait pour capitaliser sur la licence Star Wars. Puis j'avais lu sur le net qu'en fait c'était un excellent jeu coop. Je l'avais acheté, j'avais joué, et effectivement, mais j'avais toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose. L'idée de départ était super, j'avais eu beaucoup de plaisir à faire quelques parties, mais voilà, et donc il y a quelques années, je contacte Inka et Marcos en disant, mais est-ce que ce jeu, vous avez récupéré les droits? Parce que comme c'est un jeu à licence, on sait bien que ces jeux n'ont pas une longévité en boutique particulière, et donc est-ce que ça vous dirait qu'on le redéveloppe, qu'on en fasse vraiment un jeu plus approfondi? Et ils étaient tout à fait partants, donc voilà, donc là on a travaillé ensemble là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment différent. Parfois j'ai des propositions spontanées, comme vous aviez raconté, parfois c'est des discussions autour voilà. Tout à fait. Et je confirme que Shadi est très précieux en tant qu'éditeur parce qu'il va vraiment il va challenger l'auteur pour améliorer le jeu, donc ça c'est super important. Oui, c'est agréable aussi. Et donc la deuxième question, puisque peut-être parfois les auteurs te contactent en ayant une idée de jeu solo, est-ce qu'il y a un type de jeu solo que tu n'as pas encore au catalogue, ou pour vous autour de la table, que vous ne connaissez pas, que vous aimeriez bien jouer de manière générale, une sensation que vous n'avez pas l'occasion de jouer? C'est une question que je ne vous ai pas préparée, donc je sais que ça peut déboucher sur rien, cette question-là qui est très large. Parce que là finalement, toi tu es parti, Xavier, sur... la construction d'une ville, sur quelque chose d'assez mécanique. Oui, alors moi il y a un type de jeu solo auquel j'ai peu joué, c'est le jeu d'enquête justement. On m'a dit beaucoup de bien d'un certain nombre de jeux. J'ai jamais joué à Unlock par exemple. Ah oui. Voilà, ça manque vraiment à mon expérience. Ouais. Vraiment, il y a une partie des jeux d'enquête qui échappe pour le moment à mes expériences de jeu. Bon, voilà, mais il y a une offre tellement vaste. Ah oui, c'est impossible de rester à la page à tous les niveaux, c'est sûr. Aline, toi, tu te verrais faire du... Je sais que tu n'en fais pas trop du jeu solo, mais tu te verrais en faire? Il y a une catégorie qui t'exciterait? En fait, oui, je pense que quelque chose de narratif et de mécanique imbriqué me plairait. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais je joue vraiment aux jeux de société pour rencontrer les autres et pour vivre quelque chose autour de la table. Moi, je suis une grande lectrice, donc si je suis toute seule, je lis. Je pense que vraiment la différence elle est là. D'ailleurs je joue pas en ligne. Moi si j'ai du temps libre et que je suis seule, je lis un livre. Mais vraiment jouer pour moi c'est faire ensemble, et c'est pour ça que Ravel par exemple, tu vois, mon expérience elle est avec mon fils, parce que c'est une belle façon aussi de partager quelque chose avec lui, quelque chose qu'il aime, parce que lui c'est tout à fait son type de jeu. Donc c'est bien d'aller avec l'autre faire un jeu qui est plus pour lui, pour moi, mais le faire ensemble, et ça reste super agréable. C'est super agréable. Shadi,
Est-ce qu'il y a un type de jeu qui manque à ta collection et tu dis, oh là là, là j'aimerais bien des propositions dans ce genre-là? Je raisonne pas vraiment comme ça. C'est vrai que je racontais pour Mazing, j'étais en train de me dire, tiens, ce serait bien d'avoir une collection de jeux abstraits, mais sinon je préfère... La surprise. Oui, c'est ça. Là pour le moment, j'ai pas un objectif. Je me dis pas, il me faut un jeu comme ça. Peut-être ça viendra. Peut-être que, je veux dire, ça viendra avant le jeu. Peut-être qu'avant qu'on me propose un jeu, je me dis, il me faut un jeu de ce type-là. Pas pour le moment, et j'aime bien être surpris par les propositions. Je parlais par exemple du cousin très proche de Ravel, ce n'est pas du même auteur, et en fait j'avais pas du tout l'intention de faire une sous-gamme de Ravel-like, mais en fait un autre auteur est venu me proposer un jeu que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit mais en fait on dirait, et ce qui est très drôle c'est qu'il me l'a proposé à Cannes l'année passée quand Ravel n'était pas encore sorti, donc c'est même pas quelqu'un qui l'a vu, qui s'est dit je vais faire quelque chose qui ressemble, c'était vraiment un développement parallèle. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. Donc l'idée maintenant, c'est d'avoir de faire au moins un diptyque. Je suis pas en train de me dire, il va y avoir toute une collection. Si il n'y a pas un troisième auteur qui me propose un Ravel-like, on aura un diptyque et c'est tout. Et si maintenant j'ai d'autres propositions dans ce style, ce sera toute une série. Voilà, et je pense qu'il faut se laisser se surprendre. Est-ce qu'il s'appelle M-O-Z-A-R-T ou Maurice. Maurice, l'auteur a proposé Maurice comme titre. C'est idiot. Mais là, ça impliquerait un diptyque, donc on va éviter. On me demande si moi, sur le chat, c'est Giroud qui me pose la question de et moi les jeux solo. Alors moi, je suis quelqu'un de très très, je sais pas si c'est étourdi le mot, mais en tout cas, je vagabonde énormément. Donc il y a certains types de jeux solo, par exemple la version solo d'Agricola, à un moment j'ai voulu essayer de jouer à ça. Je ne peux pas jouer à la version solo d'Agricola. C'est-à-dire que comme au milieu de la partie, je vais réfléchir à d'autres trucs, je vais partir, je vais vagabonder, je ne sais plus à qui, c'est bizarre de le dire comme ça, mais je ne sais plus à qui c'est le tour. Je suis tout seul, mais bon, je ne sais plus où j'en suis en fait. J'ai mis à jour, j'ai déjà fait mon action ou pas, je me retrouve à tricher par mégarde et je ne suis pas adapté à ce type de jeux solo. Et à l'inverse, il y a quelques expériences de jeux solo qui m'ont plus convaincu, c'est ceux où le jeu te guide par un événementiel, mais qui peut être un événementiel qui est géré par du hasard, par des contraintes qui arrivent, par des cartes qui te donnent un défi, et là ça fonctionne mieux. J'ai souvenir de la version solo de Mirmes qui m'avait bien plu. Parce qu'il y avait aussi, il fallait gérer les arrivées de dés, le tirage, ce genre de jeu, je me souviens plus trop comment ça marche. En tout cas, ça m'avait marqué. Mon type de jeu solo, j'en sais rien, j'aime bien être surpris également, de toute façon. Et c'est vrai que là, il y a de la surprise. Dans cette gamme-là, il y a pas mal de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Je sais même pas dire lequel est mon préféré parmi les 4. J'avais bien aimé Ravel, et mes Mayor of Chicago correspond beaucoup plus au type de joueur que je suis, au type de défi que je recherche. On a fait un petit tour des jeux solo qui sont présentés dans cette petite gamme Mine Imp, la gamme de l'univers continu. Oui, elle est censée se terminer l'année prochaine avec Ultimion à Essen. Il y aura un événement, il y aura un stand bariolé. Peut-être. Avec les dessins qui correspondent à tout cet univers. On a hâte de fêter donc la fin de cette gamme. Il faut faire quelque chose, il faut marquer le coup pour le final. Ouais. On va terminer cette émission avec la minute culturelle, puisque on vous a demandé... Un petit coup d'œil sur les votes aussi. Ah oui, le petit coup d'œil sur les votes. On le fait ça tout de suite. On pourrait. Tu veux que je regarde? Je vais le faire à l'oral, ça, juste avant la minute culturelle. Donc, les jeux pour lesquels vous avez voté. Je suis décousu dans ma tête ce matin. J'ai du mal à suivre le fil de ma propre émission. Vous voyez que les jeux solo. Oui, les jeux solo, c'est compliqué quand on est décousu comme ça. La matinale, c'est pas un jeu solo, c'est bien. Donc, il faut que j'aille dans sondage, résultat sondage. On va regarder ça. Oui, c'est ça. Hop. Donc, regardons les jeux initiés pour lesquels vous avez le plus voté. Est-ce que c'est cette catégorie-là? J'ai hâte de voir vos votes. J'arrive. Alors là, ça prend toujours un petit peu de temps parce qu'il faut analyser les réponses que vous nous avez données. Le jeu qui arrive visiblement en tête... Je regarde si il faut regrouper. Quelqu'un qui a répondu Zénith sans l'influence de Rachel ou Rebirth. Oui. Là, il faut choisir. Là, c'est difficile pour le coller à une catégorie, du coup. Ouais, le jeu qui arrive en tête, c'est Zénith, puisque très joli score sur ce jeu-là. Hop.
nous avons 34% de votants pour Zenith. En deuxième position, on a Rebirth avec 20% de votants et Tech Time qui arrive en troisième position avec 12% de votants. Voilà, sans doute, la sélection de l'As d'or. On l'annonce ce matin dans la catégorie initiée. Vous aurez Zenith, Rebirth et Tech Time. Et c'est donc Zenith qui l'emportera. Plus la peine d'attendre le Festival des Jeux de Cannes. Les résultats vous ont été donnés ce matin par nos abonnés. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Évidemment, on va laisser quand même le choix au jury de se tromper éventuellement par rapport au choix qu'on a annoncé. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Évidemment, on n'est pas du tout... c'est un plaisir aussi pour eux de choisir des jeux et parfois de nous faire des surprises. La minute culturelle, on vous a demandé de nous proposer quelque chose. Est-ce que tu as tranché, Shadi? T'hésitais entre plusieurs choses hier. Ah oui, je décide d'aller pour le plus geek. Le plus geek. Je vais parler de la deuxième saison de Peacemaker sur HBO Max. Donc voilà, je trouvais que c'était très bien. C'est James Gunn qui est aux commandes. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir tous ces super-héros. Pendant des années, je trouvais le MCU génial et le DCverse absolument nul. Et en fait, c'est pas les super-héros en soi qui sont bons ou mauvais, c'est vraiment qui est aux commandes. On avait Snyder aux commandes du DCverse, qui est probablement un grand génie visuel, mais qui en termes de scénar, je trouvais ça un peu... Et donc voilà, maintenant on a James Gunn qui était responsable des Guardians of the Galaxy dans le MCU, qui est maintenant passé chez DC, et donc on retrouve tout le côté second degré trash, mais avec quand même une petite dose d'humain, d'émotion. Donc ça, voilà, ça fonctionne très bien, c'est très divertissant, c'est très malin. Ça finit complètement en cliffhanger, sans même l'annonce d'une troisième saison, ce qui est assez intéressant d'un point de vue narratif. C'est un peu comme si par une nuit d'hiver, un voyageur, on a le début d'une histoire et puis voilà, c'est comme un récit enchâssé, on ne sait pas si ça va, voilà, ils ont dit il n'y aura peut-être pas de troisième saison, mais l'histoire va se prolonger dans un autre chapitre, peut-être le prochain Superman. Voilà, c'est étrange de terminer une saison en se disant ok, ça finit pas et ça va se prolonger dans autre chose. Oui, ils sont doués pour faire ça quand même dans ce type d'univers. Mais là, c'est extrême quand même. Là, parce que c'est vrai que le MCU, il y avait toujours le côté, voilà, on sait qu'on va retrouver tel personnage, machin. Mais voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est bien foutu, ça se prend pas au sérieux. Je n'en ai jamais entendu parler. Pour te dire, tu vois, je suis pas très très branché super-héros. Alors c'est bizarre de dire ça, mais j'ai été noyé dans les super-héros. Il y en a eu trop pour moi. C'est à un moment, tout cet univers qui a été fantastique pour beaucoup de personnes, le développement justement de Marvel, tout cet univers-là avec plein de films qu'il fallait suivre dans le bon ordre. Moi, je peux pas. Donc à un moment, quand tu peux pas aussi, tu te dis bon, je m'intéresse plus puisque j'arrive pas à suivre. Mais par contre, ouais, ça me donne envie de découvrir. Si tu me dis que c'est bien, je suis curieux d'en voir plus. Et alors, ça mélange les univers comme c'est le cas chez Marvel. Tu as du Batman et du Superman qui se mélangent parfois Alors, ils sont tout à fait dans le même monde. Ils sont dans le même monde et il y a des connexions. Pas trop, mais ça commence. Donc, effectivement, mais tu soulignes une limite de tous ces univers. Oui. C'est qu'il y a un moment où tu te demandes est-ce que si on n'a pas vu tout ce qui vient avant, on peut encore prendre du plaisir à... c'est l'avantage et la limite, mais c'est aussi un avantage pour ceux que ça passionne. C'est vrai que moi, ça m'a toujours laissé une image d'entre-soi, ce genre d'univers. C'est-à-dire que si tu es passé à côté, tu rentreras plus jamais. Comme si ça s'adresse aux fans et uniquement aux fans qui ont tout vu, absolument tout, et qui ont vu la petite subtilité de ce film-là, qui rappelle quelque chose dans cette série-ci. Et du coup, ça me laisse... J'ai l'impression que c'est des univers qui t'ouvrent pas la porte, quoi. Mais c'est une impression, ça, je pense. Franchement, je ne juge pas, je dis juste que c'est l'impression que ça me fait. Comme cette impression que j'ai, moi, d'une uniformité scénaristique, c'est-à-dire que tu as des ressorts habituels de séries où tu te dis, la suite, ça va être pareil que ça. Ça aussi, c'est une impression, parce que forcément, à toute contrainte, il y a... c'est valable pour le jeu, pour la création de jeu, c'est valable aussi pour les scénarios. On nous donne une contrainte forte, ça nous autorise justement d'inventer dans cette contrainte et de permettre des choses auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Mais bon, je les connais pas. Mais le chat connaît, et Calimérul par exemple dit c'est super comme série, même si on n'aime pas les super-héros, par contre c'est ultra violent. Oui, il y a un petit côté trash. Depuis que, oui, avec James Gunn, là pour reprendre ce que tu disais, sans trop s'étaler, comme il y a un reboot du DCverse, puisque c'est plus Snyder qui est aux commandes, là je pense on en est à 2 films et 2 saisons.
Donc on a le nouveau Suicide C'est Squad, faisable, le nouveau ouais. Superman, Peacemaker saison 1 et cette deuxième saison. Donc là, il y a encore moyen de rentrer dedans, mais On peut comme se il faufiler prévoit, il y par a la porte. un moment où effectivement la masse critique va peut-être être atteinte et il va de nouveau falloir se dire j'ai je sais pas 50 heures de visionnage à rattraper, je vais pas le faire parce que voilà. Oui, bah oui, c'est une des contraintes, mais là on peut le faire, peut-être j'essaierai, mais je suis toujours sur les journaux télé, parce que pareil, j'essaie de les regarder dans l'ordre, et je suis en 1964 sur France 2 pour l'instant, je regarderai, enfin c'était pas France 2 à l'époque, mais... Voilà. Antenne 2. Et t'as commencé par TF1 et puis t'es Oui, passé, oui, c'est pas mal. c'est du boulot, hein, parce que sinon je Bah, comprends déjà, pas, si tu regardes pas tout dans l'ordre... Ouais. Xavier, est-ce que tu as un conseil culturel à nous donner? Alors, je suppose que vous en avez déjà parlé ici, mais on a évoqué hier cette personne, Eva Jospin. Oui, on en a déjà parlé, ouais. Voilà, bon, je m'en doutais, mais j'ai été voir, suite à nos discussions d'hier, ce qu'elle fait, et ça m'a un peu scotché, je veux dire. Ça m'a beaucoup parlé. Et tu l'as vu en réel? Non, j'ai juste vu sur mon smartphone, quoi, Ouais. en petit fait, écran. J'ai vu qu'elle est au Grand Palais, elle est au Grand Palais Voilà. en ce moment. Moi, j'ai pas vu, c'est ça qui m'embête, c'est qu'Aline fait des choses sans moi, et je suis incroyablement frustré parce que ça me passionne. Moi, j'ai envie de découvrir C'est tout ce merveilleux, que. hein. Voilà. Et Plus moi, que- ça évoque mais plein de choses. D'abord, ça évoque évidemment tout l'onirique médiéval, fantastique, elfique, voilà, plein de choses comme ça. Mais aussi, j'ai envie de dire, moi, ça me parle d'une sorte de reconnexion à la lenteur, Oui, au temps qui passe, à nos racines, voilà, toutes sortes de choses comme ça dont on a besoin. À la nature aussi, enfin, elle fait plein de choses avec des arbres stylisés. C'est un petit mot quand même pour expliquer la Alors, technique que voilà. l'on voit là, parce que là, c'est abstrait tel qu'on le voit là, c'est du carton, Aline. C'est uniquement, ouais, c'est vraiment du carton, et le carton, il est collé, contre-collé en plusieurs couches qu'elle sculpte ensuite. Il est aussi détrituré, on va dire, pour être reformé. C'est le terme technique En fait, détrituré. je crois. Détrituré, ouais, Ouais. c'est le terme technique. En fait, c'est merveilleux, et quand tu t'approches, c'est vraiment du carton, quoi. Tu vois les ondulations du carton, et c'est sculpté, c'est incroyable. Et donc, il y a des pièces gigantesques et monumentales, et des toutes petites choses. Moi, une des œuvres que j'avais vues à Ornans, qui est une de mes préférées, c'est comme un pont entre deux mondes, où tu as une espèce de cité, un pont, des choses qui sont sous le pont, qui s'est relié à une deuxième cité, et c'est petit. Ouais. Et donc cette précision dans le monumental comme dans le minuscule est incroyable, en fait. La maîtrise technique et toute la poésie qu'elle a derrière, ce que tu Et l'invention ressens, d'une technique aussi, ce hein, que qui tu lui ressens en appartient. tant que spectateur, et c'est fou. Ouais. Ben, je l'ai pas vu, j'ai envie de le voir, je sais pas où je Alors, le verrai. je mais- crois au Grand Palais Immersif en ce oui, moment. c'est au Grand Palais pour le moment, j'ai vu. Non, au Grand Palais, pas au Grand Palais Immersif. Ouais, il y a des choses. Ouais. Et on a eu la chance, nous, de voir ça. On en remonte très légèrement. Je suis. C'est cette œuvre dont je vous parle. Celle-ci là. Ouais. Ça c'est petit. C'est pas si grand par rapport au monumental Là ça a l'air de grand, ce que hein, tu... parce que je vois la pièce. En fait, les petites cités que tu vois là, c'est petit, en Ouais. fait. Par rapport à l'arche monumentale que tu viens de montrer, ça n'a rien à voir en termes de réalisation. On n'a pas la place au chalet pour mettre ça. C'est merveilleux. Tu ne sais pas si c'est des troncs d'arbres, des falaises, quelque chose de... C'est incroyable. Il y a les dates de la création de l'objet du 8 Ça t'a donné juin envie au d'y aller, du 26 coup juillet Oui, bien sûr. 2019. Je l'ai vu, c'est magnifique et le détail en vrai est incroyable, nous dit Arnaud Chips. C'est exactement ça, les deux échelles de visualisation de ses œuvres, nous dit Patrice Pilet. La semaine prochaine, je vais triturer du carton. Alors, j'adorerais, j'aimerais tellement qu'on m'initie à d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose, et c'est peut-être le cas également pour Eva Jospin, on se retrouve à faire la même chose en boucle pendant des dizaines d'années. C'est merveilleux pour ceux qui le suivent, pour celui qui le vivent. On aimerait bien changer toutes les semaines de passion, mais l'expertise demande du temps. C'est valable pour le jeu, c'est valable en art aussi, c'est valable pour le culturel de manière générale. On vous parle de culturel dans nos émissions quand on vous parle de jeu. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Pour Merci cette matinale. également. J'étais ravi de vous accueillir, évidemment. On va continuer, nous, à jouer ensemble. Et puis demain, on sera avec des invités tout aussi exceptionnels qui viennent tout aussi pour la première fois, Aline. Tom et Andrea de Cosmo Ludo nous rejoindront demain soir, et donc vous les aurez en matinale rapidement. Voilà, bonne journée à tous et à demain. Ciao. Ciao. Ciao.